merci d'être avec nous pour cette 7e édition de YouSpring et pour en particulier cette conférence, donc Fonction Learning, toutes les ambitions sont possibles. Avec moi, j'ai le plaisir d'avoir 5 intervenants au profil riche et complémentaire. Je vais les laisser se présenter et je commence par toi, Benoît. Bonjour à tous. Donc Benoît Serre, je suis le DRH de L'Oréal France et en même temps, je suis vice-président de l'Association nationale des DRH. C'est bon ? C'est très bien, Voilà. Oui, c'est bien. J'ai cru que tu lisais ta fonction, c'est bon. Tu te souvenais, je te voyais lire ta fonction. Oui. Oui. Amélie. Oui, alors moi aussi je m'en souviens, je connais ma fonction. Donc je suis Amélie Watley, je suis DRH d'AXA France depuis septembre dernier et je suis DRH dans le groupe AXA depuis 15 ans. Ok, Marc. Moi, je me suis noté ça sur ma main. Je suis Marc Sabatier, donc je suis le fondateur. Ça marche pas ? Allô, allô ? Voilà, je suis Marc Sabatier, je suis le fondateur et l'heureux animateur d'un cabinet qui s'appelle Julius Terwen, qui est un cabinet de conseil en stratégie, transformation et management. Merci Nadège. Nadège Ril, en charge de la formation et du talent management pour Schneider Electric. Et Schneider Electric, on permet à chacun de tirer le meilleur de l'énergie avec des solutions digitales. Bonjour, Patrick Benamar, je suis le vice-président en charge de la formation et du développement des compétences pour le groupe Renault. Merci à tous. Alors, on a un outil pour cette conférence qui s'appelle Slido. Voilà. Vous pouvez donc vous connecter slido.com pour pouvoir répondre à une première question qu'on va se poser, nous, que je vais d'abord poser à Benoît, mais à laquelle vous pouvez répondre, à savoir, le directeur learning a-t-il, d'après vous, sa place au comité exécutif ? On verra ce qu'en pense la salle. On commence par votre avis, Benoît, pour lancer cette conférence. Alors, non, je vais vous raconter les dessous de l'histoire. Allons-y. Quand on m'a proposé de participer à cette table ronde, auquel je suis ravi de participer, le titre à l'origine, c'était celui-là. Et j'avais dit que moi, je ne viendrais pas à une table ronde où il y avait cette question-là, parce que la réponse était dans la question. Et donc, ce n'était pas intéressant de faire une table ronde quand on connaissait déjà la conclusion. Plus sérieusement, je pense que la question du learning, la question de la compétence, la question de l'upskilling, de la transformation des métiers, de la redéfinition des métiers, de l'identification des nouveaux métiers, de permettre à des gens dont nous savons tous parfaitement que leur métier est amené à disparaître. Je ne sais pas si vous avez vu le rapport des Amis de la Terre qui est sorti ce matin, qui montre que le e-commerce non alimentaire aurait détruit 85 000 emplois en France. Ça pour dire que la question du learning, la question de l'employabilité des gens, c'est une question de comité de direction. Et je ne sais pas si ce genre de question se traite ou apparaît parce qu'on y met celui ou celle qui s'en occupe. La vraie question, c'est comment, au-delà de ces éléments classiques, la stratégie RH intègre comme un élément fondamental la question de la compétence, et je finis en 2 secondes, avec en plus les conséquences de la pandémie qui font que l'organisation du travail a changé, c'est pas à vous que je vais le dire, et que si demain on n'y fait pas attention, nous aurons une nouvelle mondialisation en espérant qu'on la gère un tout petit peu mieux que celle d'avant, parce qu'on ne l'a pas bien gérée comme on l'a vu sur le plan industriel, qui est une sorte de mondialisation des compétences, qui fait qu'il y a tout un tas de métiers rares qu'on ira chercher ailleurs, parce que de toute façon on ne les verra plus, parce que les gens seront en télétravail. Donc la question du learning, de la compétence, c'est au cœur de la stratégie des entreprises. Et je pense que c'est ça la question. Auquel il faut poser, plus que savoir si on met le patron du learning ou pas au COMEX. Voilà. En tout cas, d'après la salle, il a sa place. Manifestement. Vu l'endroit où nous sommes, j'aurais été surpris qu'on ait une réponse différente. Ok, donc la question, c'est quand même question de GPEC et de gestion, de la gestion stratégique du learning. Marc voulait peut-être rebondir notamment sur le learning accompagne les transformations, puisque c'est le sujet. Oui, peut-être pour rebondir d'abord sur ce que vient de dire Benoît, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a la fonction learning qui est là pour finalement mettre en œuvre un certain nombre de modalités les plus intelligentes possibles, au goût du jour. Je pense qu'ailleurs il y a plein aujourd'hui d'interventions qui sont liées justement à ces modalités pour que la formation, le développement des compétences, la transformation des compétences soit le plus efficace possible, s'ancre, etc., etc. Donc il y a le moyen pour mettre en œuvre la transformation et le développement des compétences, et puis il y a le développement des compétences lui-même. Et mon sentiment, c'est que
peut-être que cette question pourrait mieux satisfaire Benoît s'il était tourné différemment. Ce qui apparaît comme stratégique, c'est la nécessité du développement des compétences. Et c'est ça, à mon sens, qui est devenu un enjeu stratégique pour les comités de direction, qui est remonté très haut dans justement dans leurs priorités stratégiques, qui est devenu, qui a toute sa place en fait parmi les leviers de transformation de l'entreprise. Et ça, peut-être qu'il y a eu une évolution ces dernières années là-dessus. Voilà. Pour autant, est-ce qu'effectivement cette fonction learning doit être au comité de direction? Mon sentiment, c'est plutôt non, que la nécessité du développement des compétences et la nécessité de se soucier de la manière avec laquelle on le fait pour que ça marche doit être un sujet de comité de direction, sans forcément que ce soit une fonction. Écoute, finalement, on est plutôt d'accord. C'est le cas chez Renault. Patrick, vous me disiez en préparant la conférence que finalement c'était votre DG qui avait annoncé l'ouverture de la création de la Renault Université. Ouais, je pense que c'est un sujet de gouvernance de l'entreprise. Plus généralement, après, il ne faut pas personnaliser le débat. Ce n'est pas la place d'une personne dans un comité de direction qui change les choses. Petite anecdote personnelle, quand je suis arrivé chez Renault en 2018, les 5 premières réunions que j'ai faites dans l'entreprise étaient avec le comité de direction, justement, parce qu'on avait des sujets de transformation qui étaient importants. Donc on s'est dit, les 5 prochaines réunions, on va consacrer 1 heure dans le comité de direction à parler des sujets compétences, à la façon dont on va s'organiser. Et finalement, ça aboutit à la création d'une université d'entreprise qui a été d'abord validée par le conseil d'administration dans le cadre de la stratégie de l'entreprise. Et on a décidé de mettre cette initiative dans le cadre des initiatives de RSE du groupe, avec une logique très forte autour du développement d'une politique d'employabilité qui concerne non seulement nos collaborateurs, mais aussi les gens qui vivent grâce à l'entreprise Renault, donc les gens qui sont dans l'écosystème. Et je pense que cette responsabilité collective, aujourd'hui, c'est un des enjeux majeurs pour l'industrie, notamment en France, parce qu'on va vivre des transformations profondes. Et si on ne joue pas collectif, je pense qu'on va... Alors, Benoît parlait des suppressions de postes. L'automobile, on parle aujourd'hui de 70-75 000 postes qui sont en jeu. C'est une réalité concrète et qui va fragiliser des territoires. Donc il faut qu'on soit en logique de responsabilité. Et là, après, c'est une discussion au bon niveau dans l'organisation. Est-ce que c'est le conseil? Est-ce que c'est le comité de direction? Est-ce que ce sont les comités de direction opérationnels? Pour moi, il faut que tous les niveaux de gouvernance dans l'entreprise s'impliquent dans cette décision et qu'ils les portent opérationnellement. Amélie, on observe donc une véritable évolution de la fonction. Oui, je partage évidemment les propos qui ont été tenus précédemment. Je pense que c'est une fonction qui a beaucoup évolué dernièrement, donc capitalisant bien entendu sur le digital et sur ces modes hybrides également possibles. Chez AXA France, 60% de la formation est délivrée de manière hybride, tout en conservant véritablement du présentiel, évidemment quand les conditions sanitaires le permettent, parce qu'on ne remplacera jamais, bien entendu, l'interaction, la culture, les jeux de rôle, l'identification que les collaborateurs nourrissent à travers, évidemment, ces opportunités de formation. Pour revenir au rôle de la formation dans les comités de direction, je pense qu'en fonction des secteurs d'activité, en fonction des bouleversements stratégiques que connaissent les entreprises, cet agenda de la formation est au cœur véritablement de la stratégie, RH, mais aussi business. Et effectivement, les exemples ne manquent pas de la mise en œuvre concrète et de la tension. Donc on va appeler ça université d'entreprise, on va mettre en place des académies. Les dispositifs ne manquent pas. C'est la transformation digitale, bien sûr, mais j'ai envie de parler aussi de l'ESG. De notre côté, on vient de lancer une académie ouverte à tous les collaborateurs dans le monde, qui est suivie par tous, offerte à nos clients également, qui s'appelle la Climate Academy, vous l'aurez compris, les enjeux autour de l'environnement, la manière de les adresser. Donc autant de sujets que, évidemment, la fonction learning nous aide à adresser en tant que DRH et en tant que comité de direction pour aller plus loin, pour rester performant en tant qu'entreprise. Et ce lien avec la stratégie est évidemment fondamental. Et c'est ce qui fait du learning une fonction stratégique, quoi qu'il en soit, et ce de longue date, mais je dirais avec une accélération et un positionnement renouvelé. Merci Amélie. Oui, je crois que ça a été abordé. En fait, la particularité du learning, c'est qu'il donne la capacité d'action en fait pour accompagner l'ensemble des transformations et être un levier, un enabler, un accélérateur des transformations. Parce que soit par les métacompétences, soit par des compétences plus techniques, il donne à l'ensemble des collaborateurs qui vivent ces transformations cette capacité d'action, cette capacité d'agir. Sur la transformation du métier, du coup, on voit au-delà
au-delà aussi des différents médias, on a été beaucoup plus sur le digital ces dernières années, on voit aussi un métier qui se rapproche de plus en plus des compétences marketing, au sens où on va aller cibler et segmenter nos populations. On a tous vu que le one size fits all ne marche pas. C'est pas de la sensibilisation à un sujet. Quand on parle du climat, quand on parle du digital, là, ce dont on a besoin de voir dans ces transformations, c'est comment chacun des métiers va être impacté et comment les compétences dans chacun des métiers vont évoluer. Donc, la particularité marketing que j'appelle là, c'est de dire on segmente nos populations, on adresse des programmes en fonction des besoins de chacun par rapport à ce qu'il a ou ce qu'elle a à apprendre dans son métier pour être en capacité d'agir dans cette transformation. Merci. Donc là intervient, pourquoi pas, la data pour pouvoir segmenter. En fait, ce que vous venez de dire est extrêmement juste sur le lien entre la fonction RH au sens large, ça embarque le learning, et le marketing. Il y en a un que vous faites, et je suis parfaitement d'accord avec ça. Il y en a un deuxième. Je pense que le meilleur allié dans un comité de direction du DRH, c'est le directeur marketing. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sur le même espace-temps en réalité. Le patron du marketing, c'est plus ou moins essayer de projeter les besoins du client à 3, 4, 5 ans. Et ben, le patron du learning ou le DRH, c'est projeter les besoins en compétences pour répondre à ce besoin du client à 3, 4, 5 ans. Ils ont le même espace-temps. Parce que même si tout s'accélère, même s'il y a le e-learning, même s'il y a tout ça, la compétence, elle ne s'acquiert pas en 15 jours. Et ça, tout le monde le sait. Sinon, c'est comme vous dites, c'est un saupoudrage. Et donc, je trouve que d'ailleurs, dans le prochain numéro de la NDRH, il y a un article sur le sujet, sur le lien, comme quoi, hein, c'est pas mal, sur le marketing RH, parce que je crois qu'il y a vraiment un enjeu. Puis il y a un autre enjeu qui a été rapidement évoqué tout à l'heure, c'est qu'il y a un troisième enjeu, et il y a un lien, en fait, il y a trois fonctions qui ne peuvent plus ne plus fonctionner ensemble. Je ne dis pas qu'elles vont fusionner, c'est le marketing et la RH, et la com interne. La com interne, c'est le troisième pilier, c'est comme ça que tient un tabouret, vous savez, avec 3 pieds. Et donc, je pense qu'à partir du moment où ces 3 éléments sont unifiés, alors quelquefois dans le sujet de RSE, quelquefois dans le sujet de marque employeur, quelquefois dans le sujet de tous les domaines, ce sont 3 missions, 3 métiers, 3 responsabilités d'entreprise, là pour le coup, au niveau de comité de direction, qui sont intimement liés puisque tout se tient. Avant, on pouvait un petit peu se dire qu'il y avait un peu 3 trucs. Aujourd'hui, c'est même plus la peine d'y penser. Les 3 sujets se tiennent. Ça veut dire que pour les DRH comme pour les autres, l'acquisition de compétences en marketing et l'acquisition de compétences en communication interne, et puis après on fait le même chemin pour les autres, sont des éléments qui sont absolument fondamentaux aujourd'hui si on veut faire avancer les entreprises à la bonne vitesse qui nous est imposée par l'environnement, la concurrence et tout ce que vous voulez. Voilà, donc je pense que ça, je suis assez d'accord avec ça, sur le lien marketing RH, il n'est pas assez fait en fait, alors qu'il est fondamental. Oui, c'est le cas, vous, chez L'Oréal, vous travaillez en collaboration. Alors moi, l'avantage, c'est que je suis arrivé il y a moins d'1 an, donc je ne suis pas encore responsable de ce qu'ils font. Mais c'est vrai. Alors, d'abord, il y a L'Oréal, bon, je ne vais pas parler de L'Oréal, mais L'Oréal, vous avez eu des intervenants, je crois, mais L'Oréal est une entreprise qui a une espèce de vision depuis très très longtemps sur le sujet de la compétence et de la formation des gens, parce que c'est une boîte qui a une particularité que moi je trouve intéressante, indépendamment du fait que c'est mon employeur, c'est que il y a des vrais changements de filière dans cette entreprise. C'est-à-dire qu'il y a vous avez des gens qui rentrent. Moi, l'autre jour, je rencontrais une candidate pour un poste. Elle a fait une école d'ingénieur, elle est rentrée au contrôle de gestion, et ça se trouve, elle va repartir sur une autre fonction purement RH. Donc c'est vrai qu'il y a cette espèce de logique-là. Est-ce qu'on a une capacité à projeter les compétences à horizon ? Je pense que, comme toute entreprise, on a beaucoup de progrès à faire dans ce domaine-là, et on y travaille, et pas que dans le digital. Ça vaut pour toutes les typologies de fonctions. Merci. Amélie, je vois que vous voulez rebondir. Oui, c'est vrai que cette dimension du marketing, et je la qualifierais, on parle beaucoup d'expérience client, hein, on travaille tous sur l'expérience client, et dans nos fonctions, tournées vers l'interne, en alignement, on travaille sur l'expérience collaborateur. Donc effectivement, c'est le point de jonction entre la communication, la RSE, le marketing, puisque évidemment tout ça doit faire du sens de manière assez évidente. Et je trouve que c'est très intéressant, puisqu'on est dans un marché de candidats, plus que dans un marché d'emploi, donc on voit bien qu'il y a une tension en termes de recrutement sur le marché actuellement, et on voit que les candidats regardent vraiment les opportunités qui sont offertes par l'entreprise et aussi la qualité de l'expérience collaborateur. Et ça se qualifie de différentes manières. La recherche de sens, hein, on parlait de l'environnement, mais le rôle qu'il va tenir dans la société, mais aussi cette société, comment elle va se comporter sur des sujets clés comme l'environnement ou d'autres.
Les opportunités de flexibilité, on en a évidemment parlé, ou on va en parler autour du travail hybride, parce que ça aussi, c'est au cœur des préoccupations des collaborateurs et ça fait bouger le modèle du learning également. Donc, il y a une vraie, là aussi, cohérence d'ensemble. Et puis, le dernier point, c'est celui de l'employabilité durable, c'est-à-dire la capacité des entreprises à offrir des parcours au long cours. Chez AXA France, les gens nous restent assez fidèles. Ils ont plusieurs vies. J'ai coutume de dire que comme les chats, ils ont 7 vies, parce qu'effectivement, on a beaucoup de mobilité fonctionnelle transversale et bien entendu, la fonction learning est au cœur du dispositif et du succès de cette marque de fabrique en tant qu'employeur. Et je trouve que c'est intéressant. Et là aussi, ça remet bien la fonction learning au cœur du débat. L'expérience employeur, la capacité à tirer, à développer et évidemment à retenir nos talents. Merci Amélie. Et Amélie, pour rebondir sur ce que tu dis là sur l'expérience, en fait, on voit aussi dans ce qui change sur le learning, c'est le span of attention, le temps que les gens ont disponible. Ça me rappelle, hier, j'étais avec mon équipe, on regardait une vidéo, elle faisait 2 minutes la vidéo. Je lui dis coupe, c'est trop long. Et elle me dit attends, tu te rends compte, tu es en train de me dire 2 minutes, c'est trop long. On n'a plus de temps pour rien pour passer des messages. Et on voit vraiment une professionnalisation sur les 10 dernières années qui s'est opérée par rapport à ce temps qui se réduit de plus en plus et qui rejoint d'ailleurs un débat qui était juste précédemment, qu'est-ce qu'on fait, où, pourquoi, comment on impacte. Et là, dans ces compétences de designer, dans ces compétences de comment on met les gens ensemble, comment on fait qu'il y a attention qui est portée, comment on fait qu'il y a ancrage. Je crois qu'aujourd'hui, on a 50K avec nous aussi, avec qui on a travaillé pour s'assurer que, ok, c'est pas seulement la journée ou la demi-journée que je vais accorder à la formation ou l'heure de e-learning ou la demi-heure, c'est comment derrière je vais pouvoir passer en action dans mon quotidien, pas en plus de la tonne de dossiers que j'ai déjà à faire. Dans ces dossiers-là, comment je vais réussir à appliquer? Et tout ça, on le fait, encore une fois, au service de la transformation, mais ça nécessite une expertise, une spécialisation de plus en plus forte. Autre point important aussi, c'est qu'on travaille de plus en plus, puisqu'on est sur des transformations métiers, donc on travaille de plus en plus avec des experts métiers. Et ce qui bouge dans notre fonction aussi, c'est notre assertivité à dire à l'expert métier, tu as l'expertise, je ne l'ai pas l'expertise de contenu. Par contre, j'ai l'expertise du moyen, de la méthode. Et toi, ta volonté en tant qu'expert, ça va être de dire tout ce que tu sais par une générosité d'expert. Moi, mon expertise, ça va t'aider à ce que tu vas partager, tu vas en dire beaucoup moins, mais ça va être beaucoup plus impactant. Et ça, c'est des choses qui bougent aussi dans notre fonction, parce qu'avant, on passait peut-être plus avec des partenaires, on avait peut-être plus de temps, et on était peut-être moins au cœur de certaines des transformations avec des experts métiers. Et donc, qu'est-ce qui fait que finalement vous êtes au cœur de ces transfos? C'est encore ce que disait Patrick tout à l'heure, finalement, l'évolution des métiers, c'est ça? En fait, l'évolution des métiers, elle est tellement critique pour l'entreprise que le learning est un enabler, en fait, de ces transformations pour accompagner la montée en compétences sur ces transformations. Je pense que par rapport à ce que dit Nadège, ce qui est intéressant, c'est que finalement, pour faire l'analogie avec le marketing, on design des expériences d'apprentissage et donc la dimension pédagogique, qui aujourd'hui est un élément fort, parce que c'est ce que voient aujourd'hui nos collaborateurs, c'est comment je leur offre des modalités pédagogiques qui sont adaptées à leur environnement de travail. Ça nous permet aussi de différencier et de travailler sur les cibles. Et donc, c'est là où l'apport de la donnée, et c'est comme le client, comment le client arrive en contact avec l'entreprise, il peut venir de différentes sources, comment ces flux arrivent et comment on les traite derrière pour pouvoir apporter des réponses adaptées. Et c'est ça qui va, je pense, beaucoup changer dans les années à venir, c'est que finalement, la valeur de la pédagogie ou du design d'expérience va être plus forte. Finalement, le contenu, on l'a. La plupart du temps, on a des experts, on a des gens qu'on sait mobiliser. La question, c'est comment l'expertise passe et se relaie à l'intérieur de l'entreprise. Alors, dans le temps, on parlait de knowledge management. Bon, c'est un peu ça aussi, quelque part. Comment on diffuse le savoir dans l'organisation pour qu'elle arrive vers des cibles qui, derrière, s'approprient ces savoirs et en font quelque chose qui, opérationnellement, crée de la valeur pour le client. Et donc, demain, notre objectif, c'est d'aller vérifier que ce qu'on a fait a créé de la valeur pour le client. Et c'est là où on va rejoindre nos amis du marketing qui vont dire « Ok, on l'a vu parce qu'on a gagné des parts de marché là, on est plus compétitif là, on a atteint nos objectifs en matière de création de valeur économique. » Ce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à faire parce que les systèmes ne génèrent pas suffisamment de données pour le faire. Mais avec l'apport de la donnée, demain, on va être probablement capable d'arriver à mieux mesurer l'impact effectif.
Et peut-être pour faire le lien à nouveau et renforcer ce lien avec le marketing et puis introduire encore plus l'importance de la data, sachant que, on va dire les choses, on est quand même un petit peu au début du sujet, hein, même si beaucoup de choses se font déjà. Il y a ces logiques d'expérience, donc client, qu'on met en parallèle avec l'expérience collaborateur. Et on est capable d'aller évidemment assez loin, parce que l'idée, c'est évidemment d'avoir des parcours qui soient efficaces, de manière à ce que les savoirs s'imprègnent bien, c'est une chose. On sait bien que chacun veut avoir son propre parcours, et chaque jour, ce phénomène-là se renforce. Chacun d'entre nous, on a envie, même dans notre expérience client avec n'importe quel acteur, d'avoir notre propre expérience. On ne vit pas la même chose de la même manière. On sait aujourd'hui aussi relativement bien savoir comment chacun d'entre nous apprend, parce qu'on n'a pas les mêmes modes d'apprentissage, on n'a pas les mêmes facilités d'apprentissage selon les médias qu'on nous propose, et ça aussi, ça contribue à la personnalisation, à l'individualisation, et donc l'efficacité en fait de la formation pour moi, individu apprenant. Et puis, il y a toute la logique aussi d'ancrage, on le sait bien, Nadège l'a dit, ce qui est important, c'est que dans ma situation de travail au quotidien, avec mon équipe, avec mon manager, etc. Ça aussi, c'est extrêmement individuel. Il n'y a pas deux managers qui managent de la même manière. Il n'y a pas deux équipes qui ont les mêmes cultures, modes de fonctionnement, etc. Ça aussi, c'est individualisé. Alors, donc, on a deux possibilités de traiter le sujet, que je sois d'ailleurs dans le marketing ou que je sois dans le sujet du développement des compétences. Soit j'intuite, ce qu'on a toujours fait avec plus ou moins de succès, souvent pas mal. Soit j'intuite, mais forcément je reste dans ma représentation un peu personnelle des choses et je vais me tromper, ou alors j'arrose, c'est-à-dire que je me dis que j'ai un programme de formation qui couvre absolument tout, sauf que peut-être, et nous on l'a vu beaucoup dans le passé, je vois mon camarade Julien au fond pour des grands groupes qui s'interrogeaient justement sur un programme de formation, c'était vraiment le bon en réalité, parce qu'on s'apercevait que quand on interrogeait les apprenants potentiels, ils en savaient déjà beaucoup, donc on ne mettait pas forcément l'effort au bon endroit. Et à une époque où on fait évidemment très attention à l'allocation des coûts sur les bons sujets, c'est important aussi de comprendre où en sont chacune des personnes par rapport aux attendus en matière de soft skills, de fondamentaux pour pouvoir changer de job et puis se faire aux connaissances nécessaires pour un nouveau job par la suite. Et donc soit on intuite, soit effectivement on utilise la data. Et je pense que la réponse est dans les questions aussi. Ok, je voulais revenir, Patrick, sur la création de la Renault Digital Factory, qui décide donc de former ses collaborateurs en interne au métier de demain, mais également de former ses prestataires ou tout l'écosystème. Donc ça, finalement, c'est une ambition du learning, donc l'ambition d'aider la filière automobile. Oui, la création de la Renault University, elle contribue à une ambition plus globale de Renault de jouer un rôle de leader dans la filière automobile dans le domaine de la transformation vers une mobilité différente. Alors ça se traduit pour nous par des impacts industriels, puisqu'on est en train de reconvertir complètement l'usine de Flins qui va devenir une usine dédiée à l'économie circulaire et qui va permettre d'accompagner cette transformation concrètement. C'est d'être capable de mettre sur la route des véhicules qui vont être beaucoup plus efficaces énergétiquement grâce à l'apport de l'électrification du véhicule. Et puis après, il y a des questions qui sont liées à l'employabilité. C'est-à-dire que derrière, c'est un bassin d'emploi avec des gens qui travaillent dans le secteur automobile depuis des années. Et l'objectif, c'est de les aider à accompagner cette transition et de le faire de façon durable. C'est-à-dire comment on a autour de nous des partenaires pédagogiques qui vont depuis la formation initiale jusqu'à la formation universitaire, qui rentrent dans cette logique et qui aussi adaptent leurs enseignements pour accompagner cette transformation du bassin d'emploi. Alors ça passe par un campus des métiers et des qualifications, parce que c'est un endroit physique, c'est un lieu physique dans lequel on peut se réunir et se retrouver. Ça permet aussi d'avoir une exposition réelle à ce que ça entraîne concrètement dans l'acquisition de savoir. Mais c'est vrai que c'est un modèle qui fonctionne, je pense, assez bien, parce qu'il entraîne finalement l'adhésion de partenaires qui ont des objectifs communs à travailler ensemble sur une ambition qui est d'accompagner cette transformation. Merci. Benoît, est-ce que vous pensez que les entreprises se sont suffisamment emparées du sujet de la disparition des métiers ? Inévitablement, c'est vrai que dans la voiture, le truc est arrivé avec, en plus, poussé par des réglementations européennes ou nationales qui a rendu l'exercice indispensable, indépendamment des innovations de Tesla ou d'autres. Donc la voiture, c'est un peu différent, parce qu'en fait, c'est une perte, une disparition de métier qui est poussée par une autorité politique.
tout le monde semble l'oublier quand même, cette histoire-là. Donc, peut-être qu'on va voir comment ça évolue, parce qu'il y a bien un moment, il va falloir produire l'électricité pour faire tout ça, mais c'est un peu différent, la voiture. Donc, d'une certaine manière, même s'ils n'avaient pas voulu le prendre en charge, ils étaient obligés de le faire. Puisque je parle sous contrôle, hein, évidemment, mais le délai est finalement assez court, en réalité. Non, je pense que les entreprises... Alors, il ne faut pas tout mettre sous l'effet de la Covid, mais l'une des réponses business des entreprises à ce qui s'est passé depuis 2 ans, c'est quand même l'incroyable développement du digital. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises ont vu leur activité de e-commerce multiplier par 2, par 4, par 5, par 8 en 2 ans, là où elles avaient imaginé que ça évoluerait, mais peut-être pas aussi vite. Et donc, elles sont maintenant dans une espèce de mur parce qu'elles se rendent bien compte que leur business a shifté d'une certaine manière, en bon français. Et donc, que leurs compétences, en revanche, il va falloir les faire shifter beaucoup plus vite que prévu. Je pense que la conscience, elle est assez forte, mais pas que dans le digital, au sens du e-commerce. Elle est aussi forte dans les outils, dans les moyens de faire, parce qu'il a fallu trouver des moyens de faire. Alors même que les gens étaient plus là. Mais ça, c'est un vieux débat. Moi, avant d'exercer cette malheureuse fonction de DRH, j'ai été patron d'université d'entreprise pour ADO, enfin Leroy Merlin. Donc c'est vrai que c'est des sujets qu'on voyait apparaître, parce que Leroy Merlin, c'est un peu comme Renault, c'est des boîtes qui ont des visions assez hautes en fait, du sujet depuis très longtemps. Donc on voyait bien. Mais ce qu'on n'avait pas vu, honnêtement, à l'époque, et ce qu'on commence à voir maintenant partout dans les entreprises, et Amélie l'a dit tout à l'heure, c'est que je trouve que dans les politiques RSE des entreprises, pendant des années, jusqu'à cette crise, on a oublié la première des parties prenantes, qui est le salarié lui-même. C'est-à-dire qu'une entreprise qui n'est pas en situation de garantir l'employabilité interne ou externe de ses collaborateurs n'exerce pas sa responsabilité sociale. C'est sa première des responsabilités sociales. La RSE, elle s'est beaucoup développée, toujours sous l'effet des gouvernements, sous son angle très environnemental. Et on a un peu oublié le S. La crise nous a rappelé ça. Mais au-delà de ça, pour reprendre sur le sujet de la compétence, moi, je pense sincèrement qu'une entreprise, et plus elle est grosse, plus elle est responsable, a la responsabilité de garantir l'employabilité de ses salariés, et donc elle a peut-être de prévoir que oui, des métiers vont disparaître. D'ailleurs, il y a un outil qui existe, qui est la fameuse GEP, la gestion des emplois et des parcours professionnels, qui a été fabriqué pour ça. Et vous avez des très grandes entreprises aujourd'hui qui ont monté des GEP, dans lesquelles, ce que je trouve vraiment intéressant, et là pour le coup, la direction de Learning, elle joue un rôle absolument fondamental, c'est qu'elle identifie avec les partenaires sociaux des métiers dont elle affirme haut et fort qu'ils vont disparaître. Et que donc, ce n'est pas une question. Ils vont disparaître. Et ils mettent en place les outils nécessaires pour ne pas confondre les employés et les emplois. Donc pour trouver des solutions pour les gens, il y a plein de solutions. Donc je pense que ça, c'est un premier point qui est vraiment très important, parce que celui qui ne prévoirait pas, ou celle qui ne prévoirait pas la disparition ou l'apparition, ou la transformation telle que finalement ça correspond à une disparition, ferait une erreur de business et aussi une erreur de responsabilité de l'entreprise. Après, on voit apparaître, Ami l'a évoqué, Renault l'évoque aussi pour sa filière, parce que c'est au-delà de l'entreprise. L'Oréal a lancé il y a quelques mois un programme qui s'appelle L'Oréal for Youth, donc L'Oréal pour la jeunesse, qui réserve une large partie de ses emplois à des moins de 30 ans, mais qui surtout ouvre son offre de formation aux étudiants, à ceux qui cherchent un boulot, qui n'ont rien à voir avec L'Oréal, qui ne sont même pas chez L'Oréal. Je pense que les entreprises, ils ont aussi cette responsabilité-là. C'est-à-dire ça peut être soit des prises en compte de filières, comme le fait Renault, soit ça va être des prises en compte d'un rôle social au-delà de son rôle économique, qui demeure évidemment important. Et c'est en ça que cette table ronde est intéressante, parce qu'on voit bien que si on prend le sujet du learning et de la compétence sous cet angle-là beaucoup plus large, alors on ne parle plus du même métier du tout. C'est-à-dire que ça ne nourrit pas que l'image employeur ou je ne sais pas quoi. Donc on a bien vu pendant cette crise que sans les entreprises, il n'y a pas de solution. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement français? Il s'est tourné vers les boîtes en disant maintenant on fait quoi? Donc et les boîtes ont dit on va essayer de nous laisser faire comme on veut. Ça a été un peu moins facile. Donc je pense voilà, que le sujet du learning, il a une importance dans l'entreprise, shift business compétent, tout ça c'est vrai. Mais au-delà de ça, il y a une transformation des métiers au niveau mondial. Et je l'évoquais tout à l'heure sur la mondialisation des compétences. Nous, entreprises de pays à protection sociale forte, donc coûteuse,
on a un intérêt à parier sur la compétence à fond, parce que sinon on ne sera plus compétitif. Il faut ouvrir les yeux là-dessus. On sera plus compétitif. Jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de plateformes téléphoniques qui sont parties dans différents pays, mais demain, ça va être des data analysts, des data scientists, c'était donc des métiers rares, importants, avec des enjeux de cybersécurité considérables. Donc si les entreprises et l'État ne se saisissent pas vraiment de cet enjeu de la compétence partout, je crains que des pays comme les nôtres, on risque de le payer cher, en fait, parce qu'on ira recruter ailleurs, parce que c'est moins cher. Si c'est des gens moins chers et aussi compétents, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas recruté ailleurs. Donc je ne suis pas sûr qu'on soit totalement aligné entre les mondes de l'université, enfin, je parle sous les deux experts, là, le monde de l'université, le monde de l'enseignement, le monde de l'entreprise. Au moins en France, c'est moins vrai aux États-Unis, c'est moins vrai en Allemagne. C'est quand même trois mondes qui se parlent assez peu, quoi. Donc voilà, donc je pense que c'est un sujet bien plus large que le sujet simplement de la compétence dans l'entreprise, en réalité. Amélie, je vous vois. Oui, je suis heureuse de rebondir et de donner peut-être quelques illustrations. L'année dernière, j'ai été invitée par le ministre, M. Blanquer, à participer à la première université école-entreprise qui a été organisée, voilà, et qui a été organisée précisément pour échanger autour de ces enjeux de compétences que l'on vit dans l'entreprise et que l'on accompagne avec des universités de la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. On travaille aussi sur ce qu'on appelle le Strategic Workforce Planning, qui n'est pas que la traduction anglaise, mais qui montre bien qu'au-delà de l'accompagnement qualitatif en termes de compétences, on regarde aussi les tendances quantitatives en termes de décroissance, de volumétrie d'activité. Et ça, c'est important également parce que c'est ce qui permet à grande échelle d'accompagner les repositionnements collectifs et individualisés des collaborateurs dans les grandes entreprises. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est aussi important à donner comme exemple parce que cette professionnalisation de la manière de gérer ces flux de compétences, leur profonde mutation et leur disparition, et l'accompagnement individuel qui en découle et collectif en termes évidemment de responsabilité d'entreprise, c'est quelque chose au fond d'assez nouveau qu'on a vu accélérer ces dernières années. D'ailleurs, pas de miracle à cela, on s'est inspiré des entreprises de la technologie qui ont ce savoir-faire depuis de longues années, les Microsoft, IBM et autres, qui ont cette habitude de l'obsolescence de la compétence et qui ont développé ces fameuses méthodes de stratégique workforce planning qui aujourd'hui irriguent nos politiques RH. Donc je pense que c'est intéressant parce que ça montre ce phénomène d'accélération. Et pour revenir à cette intervention qui a été la mienne, ce partage d'expérience entre le monde de l'université, de l'école au sens large d'ailleurs plus largement, et puis de l'entreprise, on y retrouve les composantes qu'on appelle hard skills, c'est-à-dire les compétences de fond. Et effectivement, il y a de nouveaux métiers, de nouvelles compétences qui émergent. Je vais donner une illustration dans le monde de l'assurance. Le métier référence, c'était l'actuariat, c'est l'actuariat. Mais on voit que quand on recrute des acteurs, on regarde maintenant aussi des gens qui ont des profils de data analyst. Et ça, c'est intéressant parce que c'est assez nouveau. Et quand on travaille la filière d'expertise, maintenant, on commence à la travailler un peu différemment. Et là aussi, on voit que quand hier... Nos actuaires partaient à la concurrence chez d'autres assureurs. En réalité, maintenant, c'est vers des start-up et vers des domaines d'activité extrêmement différents. Donc, on voit que ce sont vraiment des mutations qui s'accélèrent, qui élargissent le champ des possibles et qui nous mettent en situation de devoir nous réinventer et de savoir trouver effectivement des solutions d'accompagnement très fortes. Donc ça, c'est les hard skills et les soft skills. Et je crois que ça, on doit toujours en parler. Évidemment, c'est au cœur de nos agendas dans la fonction learning. C'est vraiment le savoir-être, le savoir travailler ensemble. C'est le fameux management, mais c'est aussi pour le jeune qui débarque dans l'entreprise, sa capacité à comprendre l'environnement, comment on travaille. Ça a l'air d'être un marronnier, mais ça n'en est pas un. Et quand on travaille notamment sur effectivement tous les dispositifs à destination des jeunes, et AXA est également extrêmement investi en la matière, un jeune, une solution, on a accéléré autour de l'alternance également, on voit que ce qui permet de passer le cap, c'est la capacité à atterrir dans l'entreprise. Et atterrir dans l'entreprise, ce n'est pas qu'une question de compétences métier, c'est une question de compétences relationnelles. Et ça, c'est quelque chose de clé dans le cadre de la fonction learning. Et on voit bien que ça concerne évidemment le monde de l'éducation, le monde de l'entreprise et la société tout entière. Et je crois que là aussi, c'est une illustration au cœur de nos préoccupations en tant qu'employeur responsable. Marc, je vois peut-être je vois que vous juste deux remarques par rapport à ça. Nous avons la chance d'être un peu observateurs de ce qui se passe dans pas mal d'entreprises de taille très, très variée. Et... donc là, on a des grandes entreprises éminentes, je pense, qui sont plutôt très en avance sur le sujet.
Ce que je voudrais dire, c'est que toutes les grandes entreprises ne sont pas aussi en avance. Et ce sujet, il n'est souvent pas du tout adressé dans les entreprises de taille inférieure. Donc c'est hyper important qu'on parle de ces sujets-là. On le voit bien, chacun des intervenants insiste sur le fait que c'est absolument indispensable de s'en soucier aujourd'hui. Ce n'est pas le cas, en fait. Enfin, si j'avais à répondre oui ou non, je dirais non en réalité, même si voilà, les grandes entreprises sont organisées pour ça, etc., ont l'habitude de ce genre de choses. Donc attention, le travail reste à faire, la sensibilité reste à faire dans les entreprises de taille plus importante et même dans certains groupes, grands groupes. Et le second point qui était important, enfin que je voulais mentionner également, c'est un sujet de temporalité. En fait, le problème, on le sait tous, c'est que je crois que c'est Benoît qui l'a dit tout à l'heure, enfin, multiplier par 3 son empreinte digitale, ça peut se faire en 1 an ou 2. Transformer ses compétences pour être en adéquation avec celles dont on a besoin dans le futur, parce que les métiers émergent, c'est 5-10 ans minimum. Voilà. Donc, mon premier point, il est d'autant plus important, critique, prégnant que ces sujets de stratégique workforce planning, de déclinaison dans des plans de développement de compétences pour aller préparer, anticiper l'adéquation des compétences aux besoins des métiers de demain, blablabla, etc., tous ces trucs-là, ça s'anticipe. On n'y arrivera pas par réaction. Et en fait, les dangers en fait, qui ont été mentionnés là à l'instant, ils sont extrêmement élevés parce qu'on n'arrivera pas à faire ces choses-là par réaction. Donc en fait, si on ne s'en occupe pas maintenant, c'est dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans en fait, qu'on va avoir le problème. Et j'ai envie de faire le parallèle. Là, on parle de stratégie RH, de stratégie autour du développement des compétences, de l'adéquation aux besoins des métiers de demain. En réalité, nous qui avons la chance de travailler aussi sur des stratégies business, eh ben on s'aperçoit aussi que quand on fait des plans stratégiques business, on a beaucoup de mal à faire travailler nos chers clients au-delà de 3 ans, au-delà d'un plan moyen terme. Le problème, c'est que les métiers de demain, on pense que ce n'est pas dans 3 ans, on pense que c'est plutôt dans 2 ans. Donc il faut avoir une vision à 10 ans, se projeter à 10 ans. Se projeter à 10 ans, c'est très compliqué, et pas que pour les RH. En revanche, il faut faire l'effort, sinon on va passer à côté du sujet. Voilà. Donc c'est exactement la même chose pour le business que pour le développement des compétences. Il faut aller au-delà des plans à moyen terme, au-delà des plans stratégiques. Et c'est sans doute un changement de façon de faire, de mindset en fait, dans la projection qu'on peut avoir de son entreprise, de son avenir, etc. Voilà. Très compliqué. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire sur le sujet d'anticipation, en fait, sur des actions concrètes pour pallier à la disparition de certains métiers. Je reprends un exemple qu'on a vécu, nous, sur un secteur l'année dernière, où on a eu, dans le cadre d'une GPEC, une partie d'une fonction qui disparaissait et 50 métiers dont on était sûr qu'on n'avait plus besoin des métiers. Ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas plus besoin des personnes, pour rebondir sur ce que tu disais, Benoît, mais plus besoin de ces métiers-là. On a su accompagner ces métiers avec, comme de la broderie, chacune des personnes, 50 c'est pas très très compliqué, qu'est-ce qu'ils avaient fait, quels étaient leurs backgrounds, quels étaient par rapport à notre workforce planning les métiers en croissance, et du coup de mailler un parcours de formation, c'était en moyenne 4 mois pour chaque personne, plus de 100 heures en présentiel, 300 heures de transfert de compétences en interne, parce qu'il y avait des personnes qui étaient en capacité de transférer leur savoir en interne, et puis évidemment du digital. Ça on sait faire. Ce qui est plus difficile, c'est ce que tu évoquais aussi, c'est sur l'anticipation, c'est-à-dire on voit les tendances arriver, on fait tous beaucoup d'awareness sur ces tendances, mais par contre, comment on va dès à présent, en profondeur, travailler sur le métier. Et je ne voudrais pas faire de parallèle qui nous rappelle des mauvais souvenirs, mais rappelons-nous quand on a vu le Covid arriver, rappelons-nous quand on l'a vu arriver dans d'autres pays en Europe, et rappelons-nous le temps qu'il nous a fallu pour réagir et pour nous dire oui, c'est vrai, ça va arriver aussi chez nous. Et ben c'est la même. C'est la même chose, exactement. C'est la même chose sur ça. On a un temps d'adaptation, d'acceptation qui est lent. Et notre enjeu, c'est d'aller chercher des gens dont on sait qu'ils ont des compétences pour aller sur les métiers en tension. Pas forcément d'ailleurs que leur métier à eux est fragilisé déjà, mais qu'on a des métiers en tension. Et là, on va faire du renouveau parce qu'on va les amener sur les métiers en tension.
Et on revient sur ce que tu évoquais sur l'importance de la data sur ces sujets-là. Typiquement, en ce moment, sur les data scientists, on en recrute, mais on a la possibilité de recruter ou de renouveler en interne des personnes. Ça veut dire qu'on utilise la data pour aller voir des personnes qui ont déjà des prérequis, qui ont fait beaucoup de maths, qui ont fait un parcours soit d'ingé, soit de financier, différents métiers. Leur métier n'est pas forcément menacé aujourd'hui, mais on va les chercher en leur disant, voilà, on a des métiers de data scientist, on va pas tous les recruter, on va en recruter, on va pas tous les recruter. Maintenant, par rapport aux compétences que tu as déjà un certain niveau de compétences, on peut te proposer 3 mois, 6 mois, 9 mois de formation complémentaire qui vont te permettre d'aller sur ce métier. Et là, on ne joue pas uniquement sur la peur en disant ton métier va disparaître, mais on joue aussi sur l'espoir en disant, tu vas sur un des métiers clés et phares de l'entreprise. Oui, justement, comment c'est accueilli ça par les collaborateurs finalement? Est-ce que vous avez des retours, peut-être parmi les clients que vous accompagnez Quand on s'occupe de ce genre de sujet, c'est généralement bien entendu et bien accepté, parce que ça veut dire bien s'occuper de ses collaboratrices et de ses collaborateurs. Donc, je pense qu'ils ne demandent que ça. Ils sont parfaitement intelligents. Et ils regardent autour d'eux, ils sont très curieux, donc ils savent très bien ce qui est en train de se passer. Donc c'est jamais une découverte pour eux. La déception, elle vient plutôt du fait qu'il y ait un voile de fumée devant ce sujet-là dans certaines entreprises, parce que c'est pas le moment, parce que. Mais je pense que c'est toujours bien accueilli, toujours. Ouais, ça me fait penser à une expérience qu'on avait chez Leroy Merlin. Moi, j'étais un peu formaté par Leroy Merlin, mais je suis d'accord avec ce que disait à l'instant Marc, c'est-à-dire que la personne la plus apte à vous expliquer comment son métier évolue, c'est celui qui l'exerce quand même. Moi, je me souviens dans les magasins, ils voyaient 1 an et demi à 2 ans avant le pont du marketing ou le pont des RH ou le pont de je sais pas quoi, ce qui est en train de se passer quand même. Et d'ailleurs, c'est ça qui crée au-delà de motivation, de la motivation, c'est qu'ils disent mais nous on le voit. Mais venez juste nous voir, quoi. Je pense à un truc en particulier, c'était avec le développement des applis et du site leroymerlin.fr, machin. En fait, ils nous ont dit, mais nous, ça fait déjà 6-8 mois qu'on sent que notre métier de vendeur a changé, parce que jusqu'à maintenant, les gens venaient nous voir parce qu'on était des experts du produit, et maintenant, ils viennent nous voir en fait, pour qu'on les rassure, et ils en savent quelquefois presque plus que nous sur le produit lui-même. Mais ça, eux l'avaient vu. Et le temps qu'on se réalise, et donc ça renvoie à ce que disait Amélie tout à l'heure, qui était que cette espèce de capacité qu'ont les gens à voir ce qui se passe, et si on prend ce métier de vendeur, on s'est rendu compte à ce moment-là que le sujet, c'était continuer à former les gens au produit, parce que c'est une des marques de fabrique de Leroy Merlin, mais c'est surtout développer leurs soft skills, puisque leur rôle, c'était réassurer les gens. Et en se disant ça, on mettait en danger les vendeurs historiques de l'entreprise qui vendaient des clous, du hard, quoi. Parce que eux, c'était des dingues du produit, quoi. Ils savaient vous monter un chauffe-eau. Et en fait, le sujet, c'est que leurs clients leur disaient non, mais c'est bon, j'ai compris quel chauffe-eau je veux. Réassurez-moi. Et donc ça, c'est une manière de faire. C'est pas une compétence technique pure. Et donc là, vous avez des gens qui étaient des super vendeurs qui, tout d'un coup, du jour au lendemain, avaient le sentiment de devenir mauvais. Ça, les gens le savent sur le terrain. Et donc l'anticipation, elle passe aussi par la capacité, je pense, de l'entreprise à écouter ceux qui font le métier, parce qu'eux, ils voient bien les questions clients qui changent, le client qui a dit « mais moi, j'ai vu chez votre concurrent, et tout d'un coup, le concurrent change, c'est pas le même ». Et ça, je pense que dans la voiture, c'est pareil, on le voit. Et je trouve qu'on passe pas assez de temps à aller... On va voir les experts, mais il faut aller voir les gens, ils sont capables de vous le dire, ils le vivent tous les jours. C'est comme la transfo digitale, ils ne sont pas surpris, ils le vivent tous les jours aussi. Donc voilà, ça me paraît être un sujet assez important pour nourrir l'anticipation. Merci. Il nous reste 2 minutes, je crois. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Peut-être. Oui. On va vous apporter un micro, je pense, voilà. Merci. Oui, bonjour. J'ai une question qui porte sur ce qu'ont dit à la fois Benoît et Nadège un petit peu plus tôt.
Je voudrais savoir comment vous répondez justement, ou quelle est votre stratégie pour tenter de répondre au paradoxe que moi je vois, qui est toujours plus court sur les contenus, sur les médias, sur les temps de formation, et en même temps éviter le saupoudrage et être sûr justement de former les collaborateurs comme il faut. En fait, pour moi, la réponse à ça, c'est de cibler. C'est-à-dire que si je fais un programme qui répond vraiment à un besoin parce que le métier est en train de bouger et d'évoluer, et du coup, je cible très clairement sur le besoin du métier, là, les gens ont le temps. Mais si c'est quelque chose qui est le one size fits all, où on va adresser très largement des gens qui vont avoir un petit bout du sujet, mais ce n'est pas leur préoccupation, alors là, le span of attention, le temps dédié, il est très court. Donc des fois, peut-être moins, mais plus en profondeur. Merci Nadège. Benoît, Merci. votre réponse. C'était pour Benoît et Nadège, c'est ça? C'était basé sur leur Ça ira alors. Ok, très bien. Merci à tous. Je crois que c'est l'heure du déjeuner, c'est ça? Oui, on me dit oui. Donc je vous invite à déjeuner. Merci pour votre attention et merci à vous tous également. Merci beaucoup.